Bonsoir à tous. Je suis le narrateur et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur, à vivre seul la nuit. Alors, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors laissez un commentaire. Quand vous serez prêt, installez-vous confortablement et détendez-vous. Il y a à peine un mois, j'ai vécu une expérience troublante que je n'arrive toujours pas à me sortir de la tête. C'était un week-end, l'un de ces jours où l'on décide simplement de rester chez soi à ne rien faire, à regarder Netflix, en profitant du bonheur de ne pas avoir à affronter le monde extérieur. Mais ce samedi-là, quelque chose était différent. Ma meilleure amie, Daniela, fêtait son anniversaire. Et même si je ne suis pas très fan des soirées, je ne pouvais pas rater celle-là. Ce n'était pas une grande fête. Juste un petit moment sympa avec elle et nos autres amis pour discuter un peu. Un plan tranquille, quelques verres, une bonne compagnie, et c'est tout. J'habite à environ 10 minutes en voiture de l'endroit où se tenait la soirée, et il était 18h30 quand j'ai pris mon véhicule pour y aller. Comme je l'ai dit, ce n'était qu'une petite réunion entre nous. Rien de très spécial, juste notre cercle proche, des verres et des conversations jusqu'à ce que la nuit tombe. Vers 1h du matin, la plupart des invités commençaient à partir. J'ai décidé qu'il valait mieux éviter de conduire en état d'ébriété. Je n'aime pas dormir à l'hôtel ou chez les autres. Alors, de manière un peu irréfléchie, j'ai pensé rentrer à pied jusqu'à mon appartement. Mes amis m'ont dit que ce serait une bonne idée de laisser la voiture chez elles, pour éviter une amende ou pire. Et en y réfléchissant, ça m'a semblé raisonnable. C'était plus sûr, je connaissais bien le chemin, donc ça ne m'inquiétait pas. Environ 25 à 30 minutes à travers des quartiers tranquilles. Je les ai donc salués. Je suis sorti de la maison et j'ai commencé à marcher. L'ambiance était très calme, tout était silencieux. Aucun véhicule, personne dehors, aucune lumière allumée. Rien, tout baignait dans une tranquillité totale. La plupart des gens devaient déjà dormir, me suis-je dit. Mais après quelques minutes de marche, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. J'ai aperçu 2 phares venant dans ma direction. Ils n'étaient pas très puissants et ont ralenti à mesure qu'ils approchaient. Une fois tout près, la voiture s'est arrêtée à côté de moi. Dans l'obscurité, je distinguais à peine le véhicule. La vitre s'est baissée, mais pas entièrement. Et comme l'éclairage était faible, je ne voyais pas bien qui était à l'intérieur. Une voix masculine m'a demandé si tout allait bien, si j'avais besoin d'un coup de main. Je l'ai remercié et lui ai dit que tout allait bien. Sans rien ajouter, il est reparti. Je n'ai pas trop réfléchi à ce moment-là. Le ton de sa voix donnait l'impression qu'il voulait juste s'assurer que j'allais bien. En soi, c'était un geste aimable, bien que quelque peu étrange vu l'heure et l'endroit isolé. J'ai poursuivi ma route en gardant les yeux sur la rue et tout semblait calme à nouveau. Mais juste au moment où je me disais que tout allait bien, un reflet derrière moi sur l'asphalte a attiré mon attention. La lumière d'un lampadaire se reflétait sur la chaussée, et soudain, une voiture est revenue en sens inverse sur la même rue. Ce qui m'a perturbé, c'est qu'elle ne m'a pas dépassé. Elle s'est arrêtée net, au milieu de la rue, comme garée là sans raison. J'ai trouvé cela très bizarre. Quelle était la probabilité pour que ce soit exactement le même véhicule? Faisant demi-tour pour revenir dans ma direction et s'arrêter en plein milieu de la route, on aurait dit une scène sortie d'un film d'horreur. J'ai tenté de ne pas céder à la panique, mais je n'ai pas pu m'empêcher de jeter plusieurs regards en arrière. La voiture restait immobile, silencieuse. En arrivant dans la section suivante du quartier, j'ai voulu croire à une coïncidence, mais la peur grandissait peu à peu. Se déplacer seul la nuit dans ces rues désertes peut être angoissant. L'atmosphère avait quelque chose d'étrangement pesant. J'ai essayé de me calmer, de continuer, et quand il me restait environ 10 minutes jusqu'à mon appartement, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une autre voiture était garée un peu plus loin, en plein milieu de la route, tous phares allumés. Pas sur le trottoir, ni sur le bas-côté, non, en plein centre. En y regardant de plus près, l'horreur m'a envahi. C'était le même véhicule. Même couleur, même phare, il semblait attendre. Pour moi, le nœud dans ma gorge est arrivé d'un coup. Qu'est-ce qui se passait? L'idée d'une simple coïncidence s'éloignait à chaque pas.
Il n'y avait que quelques chemins possibles pour rentrer chez moi. La route classique ou un sentier à travers un parc sombre, bordé d'arbres. Un endroit que j'évitais habituellement la nuit, car il n'y a pas d'éclairage, c'est très obscur. Le fait que cette voiture soit là me fit trop peur pour continuer par la route principale. J'ai pensé que si je voulais rester en sécurité, il valait mieux choisir le sentier, m'éloigner du véhicule qui, clairement, ne présageait rien de bon. Mais au moment où je prenais cette décision, je me suis rendu compte que la voiture était stationnée tout près de l'entrée du sentier, comme si elle m'attendait, juste à l'endroit idéal pour me piéger. À cet instant, tout mon instinct hurlait que je devais courir. Mais j'ai aussi pensé que ça pourrait empirer la situation. Une pensée m'est revenue en tête, une histoire récente à propos d'une fille au Mexique. Elle était sortie d'une fête entre amis, avait disparu, et plus tard, on l'avait retrouvée dans un réservoir ou un conteneur. Je ne me rappelle pas des détails, mais le rapport disait qu'elle avait été interceptée par une voiture inconnue. C'était la dernière fois qu'on l'avait vue. À ce moment-là, une boule s'est formée dans mon estomac, mais j'ai décidé d'avancer discrètement. Je suis passé à côté de la voiture en essayant de ne faire aucun bruit, car c'était la seule manière d'entrer dans le sentier boisé, là où ce véhicule ne pouvait pas me suivre. Mais plus je m'approchais de la forêt, plus mes poils se hérissaient. J'essayais de me convaincre que ce n'était peut-être qu'une coïncidence. J'ai longé la voiture, et ce qui m'a le plus terrifié, c'est que, à travers le pare-brise, j'ai vu qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Elle était vide, mais au moment où je pensais pouvoir respirer un peu, une ombre derrière le véhicule m'a fait m'arrêter net. Une silhouette masculine se dessinait dans l'obscurité, derrière quelques arbres proches, et semblait m'observer. À cet instant, la panique m'a envahi. C'était comme si cette personne avait lu dans mes pensées. Sachant que j'allais tenter de m'échapper par ce sentier, il était là m'attendant, prêt à m'encercler. Sans réfléchir davantage, j'ai commencé à courir de toutes mes forces, sans me retourner. J'ai continué tout droit dans la rue, et j'ai entendu alors des pas lourds derrière moi, puis le bruit d'une portière qui claque et d'un moteur qui s'allume. La voiture s'est mise à accélérer. J'ai hurlé à l'aide sans m'arrêter de courir, jusqu'à atteindre mon immeuble. Le véhicule fonçait droit vers moi et a failli me rattraper. Mais grâce à mes cris, des voisins ont commencé à apparaître aux fenêtres, et c'est sans doute ce qui a poussé l'homme à faire demi-tour avant de disparaître dans la rue. Une fois dans mon appartement, j'ai immédiatement appelé la police pour tout leur raconter. Il était évident que c'était une tentative d'enlèvement, ou pire. Le fait que cette voiture ait été garée là, en pleine rue, avec son conducteur caché dans les arbres, tout cela était bien trop suspect. Le plus terrifiant, c'est que, sans plaque ni visage, seulement avec la description du véhicule et de la voix, ils n'arriveront probablement jamais à retrouver cet homme. Depuis, il est hors de question que je marche seul la nuit dans cette rue. Ce n'est qu'après coup que j'ai vraiment réalisé ce qui aurait pu m'arriver. Et j'espère que ceux qui écouteront cette histoire feront attention, car parfois une simple décision, un pressentiment, peut être la seule chose qui empêche une tragédie. Ce soir-là, j'étais chez moi, déterminé à rester réveillé pour rattraper du travail en retard. J'avais trop procrastiné, et il était temps de me reprendre en main. Mais bon, une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvé avec bien plus de pensées dans la tête que je ne pouvais en gérer. La semaine passée avait été particulièrement chaotique, et j'avais tout repoussé jusqu'à la dernière minute. Alors je me suis préparé un café bien fort. Je suis monté dans mon bureau et j'ai verrouillé la porte pour ne pas être dérangé. C'était ma stratégie pour rester concentré toute la nuit. Et je dois dire que ça avait bien commencé. J'étais plongé dans mon travail, absorbant mon café avec un peu de musique en fond. Je pensais que la nuit serait calme et productive. Mais rien ne se passe jamais comme prévu, n'est-ce pas? Après quelques heures, j'ai commencé à sentir mon énergie s'épuiser. Ma tête vacillait et le café ne faisait plus autant d'effet. Je me suis donc levé, me disant qu'une petite pause me ferait du bien, et je suis descendu me préparer une autre tasse. Pendant que la machine chauffait, j'ai ressenti un froid étrange dans l'air, quelque chose d'inhabituel, comme si une présence flottait dans la pièce. Je suis allé vérifier le thermostat. Le chauffage était bien allumé, mais la température était bien plus basse que prévu, de quelques degrés. En regardant autour de moi,
J'ai remarqué qu'une des fenêtres à l'arrière du salon était grande ouverte. Pas entr'ouverte, non. Vraiment grande ouverte, comme si quelqu'un l'avait poussée sans jamais la refermer. Or, je savais que j'aérais souvent dans la journée, mais j'étais sûr de les avoir toutes fermées avant de me coucher. Ce n'était pas normal, surtout que je ne m'en étais pas rendu compte. Je me suis approché prudemment. J'ai regardé en bas, cherchant d'éventuelles traces sur le sol. Rien, pas d'empreinte, pas de marque, rien d'anormal. La fenêtre était ouverte, mais sans aucun signe d'intrusion. Ton esprit essaye alors de te rassurer. Tu te dis que tu as peut-être oublié, ou que c'est juste le vent, une broutine. J'ai voulu y croire. Alors j'ai fermé la fenêtre, j'ai pris mon café et je suis remonté dans mon bureau. Une trentaine de minutes plus tard, alors que j'essayais de me replonger dans mon travail, je n'arrivais pas à me sortir cette impression de la tête. Quelque chose n'allait pas. Depuis cette fenêtre ouverte, un malaise persistait. Alors j'ai décidé de faire un petit tour rapide de la maison, juste pour m'assurer que tout était normal. J'ai vérifié les chambres, le couloir, tout semblait à sa place. Je n'ai rien trouvé d'anormal. Tout semblait en ordre, mais malgré cela, cette tension persistait dans l'air. Pourtant, juste au moment où je pensais que tout était enfin passé, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai entendu un grand bruit juste derrière moi. Ce n'était pas un coup de tonnerre ni rien de ce genre, mais un choc clair et net, comme si quelqu'un avait frappé violemment un mur ou un objet dans cette pièce. Je suis resté figé quelques secondes, confuse. Il n'y avait rien par terre, rien sur le bureau, rien qui aurait pu causer ce bruit. J'ai regardé vers la porte de la chambre, qui se trouve de l'autre côté du couloir, et j'ai pensé que peut-être ce bruit venait de là. Depuis l'encadrement, j'ai inspecté la pièce, mais tout paraissait normal, rien de déplacé. C'était étrange, car un coup aussi fort aurait dû laisser une trace. Mais non, la chambre était parfaitement rangée, sans aucun signe de chute ou de mouvement. Pour être honnête, l'idée a commencé à germer dans mon esprit que peut-être, à force de veiller toute la nuit et d'être stressé, j'étais en train de perdre la tête. Et pourtant, cette impression que quelque chose n'allait pas ne me quittait pas. Je suis retourné dans mon bureau et j'ai essayé de me reconcentrer, mais à peine quelques minutes plus tard, c'était devenu impossible. Ce sentiment que quelqu'un, ou quelque chose, était dans la maison, était toujours là. La tension était insoutenable. J'avais beau essayer de rester calme, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des regards par-dessus mon épaule, comme si quelque chose allait surgir à tout moment. Puis, dans un geste spontané, je me suis retourné vers l'endroit où j'avais entendu ce bruit, le mur derrière ma chaise. Et là, dans le coin, se trouvait une petite armoire étroite, ou celle que j'utilise pour ranger des vêtements et de vieilles affaires. Je me suis levé lentement et je m'en suis approché, comme si une voix intérieure me disait qu'il fallait absolument que je regarde. Et soudain, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. La porte de l'armoire, qui d'habitude reste bien fermée, était entr'ouverte. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a coupé le souffle. Là, au fond, à seulement quelques centimètres de moi, deux yeux me fixaient dans l'obscurité. Il y avait une silhouette, ou du moins quelque chose qui ressemblait à une silhouette humaine. Cette chose, cet homme, était caché là. Dans un coin de l'armoire, dissimulé derrière un tas de vieux vêtements et de vestes, le visage collé contre le fond, au point d'être difficile à distinguer. J'étais sous le choc, complètement paralysé. Une peur viscérale m'a traversé de part en part, et avant même que je puisse réagir, la silhouette a commencé à bouger. Cette chose s'est mise à sortir lentement. Et là, plus de doute possible, c'était bien quelqu'un. Mais le plus dérangeant, ce qui m'a vraiment fait hurler intérieurement, c'est que cet homme s'est mis à m'appeler par mon prénom, avec une voix rauque, un ton terrifiant. C'était plus qu'il n'en fallait pour que tout mon corps entre en mode panique. Par réflexe, je me suis mis à courir à travers la maison, en hurlant à l'aide. Il s'est lancé à ma poursuite et, en pleine panique, je l'ai entendu crier mon prénom. Encore et encore, d'une voix étrange, presque moqueuse, inquiétante à en glacer le sang. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai couru comme jamais auparavant, sans jamais me retourner. J'ai franchi la porte d'entrée à toute vitesse. Et en un éclair, j'étais chez mon voisin. J'ai tambouriné à sa porte, criant « À l'aide, à l'aide !»
comme une folle, complètement paniquée, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre, enfin. Ce n'est qu'à ce moment-là, entouré de voisins appelant la police, que j'ai pris conscience de la gravité de ce qui venait de se passer. Quand la police est entrée chez moi, elle n'a trouvé aucune trace de l'intrus. Il s'était volatilisé, disparu comme s'il n'avait jamais été là. Pas d'empreinte, pas de signe d'effraction, rien qui puisse indiquer par où il était parti. Et c'est justement ça qui rend la chose encore plus terrifiante. Parce que si ce type a pu entrer sans bruit, grimper par une fenêtre, se cacher dans cette armoire et repartir sans laisser la moindre trace, cela signifie simplement qu'il pourrait très bien revenir, à tout moment. Le pire dans tout ça, c'est qu'il connaît mon prénom. Il l'a prononcé cette nuit-là, dans un genre de délire, comme s'il me connaissait intimement. Et cela ne peut vouloir dire qu'une chose, ce n'était pas un simple intrus. C'était quelqu'un qui savait qui j'étais, un harceleur, un psychopathe obsédé par moi. Je n'en sais rien. Mais je suis certaine que si je n'avais pas décidé de rester éveillé ce soir-là pour finir ces documents, je ne serais peut-être plus là pour raconter cette histoire. Depuis, je fais encore des cauchemars. Je revois cette silhouette, j'entends ses cris, et je pense sans cesse à l'idée que quelqu'un ait pu être chez moi sans que je ne m'en aperçoive. C'est une pensée qui ne me quitte jamais. Et chaque fois que je passe près de ce coin de la maison, là où se trouvait l'armoire, j'ai la sensation que cette présence est toujours là, tapie dans l'ombre. L'année dernière, vers la mi-janvier, je vivais seul dans une petite maison isolée, dans un village entouré de forêts. C'était vraiment reculé, à environ 45 minutes en voiture de la ville la plus proche. Je n'avais travaillé que la moitié de la journée, et ce soir-là, j'allais enfin pouvoir me détendre, sans rien à faire. Il devait être autour de 19 heures quand mon téléphone a sonné. C'était Jack, le seul ami que j'avais dans ce coin perdu. Il m'a dit qu'il avait un gros souci avec sa voiture, qu'elle ne démarrait pas, et qu'il avait besoin d'un coup de main, peut-être d'un petit trajet jusqu'à chez lui, voire de quoi grignoter. Ça ne me dérangeait pas du tout, alors je lui ai dit que j'arrivais. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait, donc rien de bien surprenant. Je me suis levé du canapé, j'ai pris ma veste accrochée à l'entrée, j'ai saisi mes clés et j'ai ouvert la porte. Mais à peine l'avais-je ouverte que mon cœur a bondi dans ma poitrine. Un homme se tenait sur mon perron, à seulement quelques pas de l'entrée. Il portait un énorme manteau et une écharpe noire lui couvrait le bas du visage. Mais ce qui m'a le plus perturbé, c'est qu'il ne bougeait pas. Il ne réagissait même pas à ma présence. Il restait là, figé, comme s'il savait que je l'avais vu, mais qu'il s'en moquait complètement. Pendant une seconde, je me suis senti idiot de paniquer ainsi. Mais en même temps, ma curiosité m'a poussé à comprendre ce que ce type faisait devant chez moi à cette heure, avant même que je puisse dire un mot. Il a levé la main et s'est excusé, disant qu'il allait justement frapper à la porte. Je lui ai répondu que ce n'était rien et je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il est resté immobile quelques secondes, puis, avec calme, m'a demandé si je m'appelais David ou Daryl. Je ne me souviens plus du nom exact, mais c'était quelque chose comme ça. Évidemment, ce n'était pas moi. Alors je lui ai dit non, et il a simplement répondu « D'accord ». Puis il a tourné les talons et s'est éloigné lentement vers la rue. J'ai refermé la porte, je l'ai bien verrouillée, et pendant qu'il s'éloignait, j'ai vérifié que tout était en ordre avant de monter dans ma voiture. Pendant tout le trajet, j'ai parlé de ça avec Jack. On a spéculé sur ce que ce gars pouvait bien vouloir. Ma maison est située dans un endroit très isolé, avec peu de passages, des rues longues bordées d'arbres. Il n'y a pratiquement jamais personne, surtout la nuit. Donc si ce type voulait juste poser une question ou chercher quelqu'un, ça aurait pu s'expliquer. Après avoir déposé Jack chez lui, je suis allé manger un bout à Culver's. Il était déjà 21 heures. Il commençait à neiger légèrement, mais dans l'ensemble, la soirée était calme. La nuit froide typique, paisible. Rien d'anormal. Quand je suis rentré chez moi, j'ai déverrouillé la porte, je l'ai poussée, je me suis affalé sur le canapé et j'ai allumé la télé sans grande attention. Je n'ai aucune idée du temps que j'y suis resté. Peut-être 2 heures jusqu'à ce que la fatigue me gagne. J'ai éteint la télé, je me suis étiré, prêt à aller me coucher. Mais juste en passant près de la porte d'entrée, une pensée m'a traversé l'esprit. Je me suis figé. Je me suis rappelé de l'homme étrange sur le perron.
Jusqu'à cet instant, je n'y avais pas repensé. Mais là, c'est revenu d'un coup. Je me suis approché, j'ai regardé par le Judas, juste pour me rassurer, m'assurer qu'il n'était pas encore là. Rien, personne, tout semblait tranquille. La neige tombait lentement, il n'y avait pas de vent. Mais alors que j'allais me retourner pour aller me coucher, quelque chose attira mon attention. De l'autre côté de l'allée, j'ai vu ce qui ressemblait à des traces dans la neige, des empreintes qui n'étaient pas là auparavant. Elles venaient de la rue, passaient près de ma voiture, puis bifurquaient vers le jardin. Là où les arbres cachent la vue, mon alerte s'est enclenchée immédiatement. J'ai verrouillé la porte d'entrée avec soin et j'ai commencé à regarder par les fenêtres, à chercher quoi faire. L'idée que ce type puisse être revenu, qu'il rôde encore autour, devenait de plus en plus présente. Je repensais à cette interaction étrange, à ces traces dans la neige. Un frisson m'a traversé. Sans vraiment réfléchir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. Je leur ai expliqué toute l'histoire. Un inconnu sur mon perron, maintenant des traces dans la neige, et une sensation étrange que quelque chose clochait. Pendant que je parlais à l'opérateur, je tendais l'oreille pour capter le moindre bruit suspect. Mais tout restait silencieux, hormis la neige qui tombait doucement. Et juste quand je commençais à me dire que j'exagérais peut-être, un coup violent s'est fait entendre à l'arrière de la maison. J'ai sursauté. Le téléphone m'a presque échappé des mains. Mon cœur battait à toute vitesse. J'ai couru dans le couloir, prêt à ouvrir la porte arrière pour voir ce qui se passait. C'est là que je l'ai vu. Quelqu'un était dehors. Son ombre se découpait à la lumière venant de l'intérieur, mais je n'arrivais pas encore à distinguer son visage. Puis un autre coup est tombé, un coup plus fort encore, comme si on essayait de défoncer la porte. Là, j'ai compris que cette personne n'était pas venue les mains vides. Elle avait quelque chose pour entrer de force, peut-être une arme ou un outil. Mon cœur s'est arrêté. Là, je me suis vraiment senti en danger. J'ai expliqué à la police, d'une voix précipitée, ce qui se passait, et ils m'ont dit de trouver un endroit pour me cacher et de préparer une sortie. Rapide si les choses empiraient, je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Je n'allais certainement pas rester chez moi à attendre que ce type, qui aurait très bien pu être un meurtrier, entre pour me faire du mal. J'ai fait ce qui me semblait le plus sûr. J'ai attrapé mes clés, j'ai foncé hors de la maison et j'ai sauté dans ma voiture sans hésiter. J'ai démarré et appuyé à fond sur l'accélérateur, sans me soucier de la neige qui recouvrait la route. Heureusement, personne ne se trouvait près de mon véhicule. L'intrus devait être occupé à l'arrière en train d'essayer de forcer la porte, laissant l'avant dégagé. J'ai roulé à toute allure jusqu'au poste de police. Et une fois sur place, j'ai compris que m'enfuir avait été la meilleure décision. Les agents ont trouvé la porte arrière, endommagée et des traces de pas humides dans toute la maison. Mais l'intrus avait disparu. Rien ne manquait. Même mon ordinateur portable était encore ouvert sur le canapé. La maison était intacte, juste ses empreintes, sans identité claire. Et c'est ça qui m'a glacé le sang. Le fait qu'il n'ait rien volé voulait dire une chose, qu'il n'était pas venu pour prendre des objets. Il était venu pour moi. Les policiers ont seulement pu noter la description que j'avais donnée, mais il n'y avait aucune preuve concrète qu'il s'agissait bien de la même personne. Je ne sais pas s'il rôde encore, mais je crois que oui. J'ai déménagé peu après. J'étais bien trop nerveux, trop effrayé pour continuer à vivre là. Aujourd'hui, j'habite dans un quartier plus peuplé. Mais même maintenant, chaque fois que je passe près de cette zone, je regarde partout avec attention. Et parfois, j'ai cette sensation, celle qu'il est encore là, quelque part, et qu'un jour il pourrait revenir me trouver. Je ne sais pas qui il est, ni ce qu'il me voulait, mais je suis certain que ses intentions cette nuit-là étaient sinistres. Après cette nuit, tout a changé pour moi. Le sentiment d'insécurité ne m'a jamais quitté. Cette impression qu'on n'est jamais vraiment seul, elle reste. Parfois, je repense à tout cela, incapable de trouver une explication logique. J'espère seulement que jamais plus quelque chose de semblable ne m'arrivera. Cela s'est passé il y a presque 8 ans. Et depuis, je n'ai jamais pu l'oublier. À l'époque, j'avais environ 23 ans. J'étais parti camper seul dans une zone très reculée, au nord de l'Idaho, en plein cœur de la forêt. Je n'étais pas un campeur professionnel, mais j'avais de l'expérience en randonnée et je connaissais les bases du camping.
Il y a beaucoup d'animaux sauvages là-bas, ours noirs, grizzly, donc il fallait toujours être prêt. Ce genre de lieu effraie ceux qui viennent sans préparation. La plupart des aires de camping de cette région sont peu fréquentées. Parfois, on croise à peine une ou deux personnes. Peut-être un randonneur isolé sur un sentier. En général, ce sont des endroits calmes, silencieux. Et même si ce n'était pas obligatoire, j'évitais toujours les zones touristiques. Je préférais les chemins discrets. Pour ce voyage, j'ai choisi un sentier situé juste en dehors des montagnes les plus connues. Il serpentait à travers les bois, grimpait sur des collines et offrait une vue spectaculaire sur la chaîne au sommet. Le sentier le plus proche menait à un petit lac à environ 5 kilomètres. Je me suis dit que peut-être d'autres campeurs y seraient, mais ça ne m'inquiétait pas. Et j'avais raison. Pendant toute la marche, je n'ai vu personne. Pas un seul randonneur. Le chemin semblait oublié. Quand je suis arrivé au site, il était complètement vide. J'ai monté ma tente dans le coin le plus reculé. J'ai ramassé de grosses pierres pour faire un petit foyer. Il me restait 2 ou 3 heures de lumière. Je n'avais pas envie de faire grand-chose. Mon plan était simple. M'asseoir, regarder les étoiles, réfléchir à ce que je ferais le lendemain. Quand le soleil s'est couché, j'ai allumé le feu, grillé quelques marshmallows et contemplé le ciel. Le calme dans la vallée était total. Seuls quelques bruits d'animaux, une brise légère. Mais soudain, ce silence a été brisé. Un craquement répété, venant des bois. Au début, j'ai cru que c'était un animal. Mais très vite, j'ai compris que non. Quelqu'un marchait entre les arbres. Je ne savais pas quoi faire. Je suis resté immobile, fixant cette direction. Surpris, confus. Pourquoi quelqu'un serait-il ici à cette heure? Et puis, une silhouette est apparue à la lisière du campement, à sa posture, à sa démarche. J'ai compris que c'était un homme. Mais avec les ombres du feu dansant sur lui, je ne pouvais distinguer aucun détail. J'ai seulement remarqué qu'il portait un sac à dos de randonnée. Et c'est tout. Il est resté là, à m'observer, en silence. Il regardait autour de lui, mon campement sans dire un mot. Avant que je puisse ouvrir la bouche, il a murmuré très bas, « Je suis désolé ». Puis il a tourné les talons et s'est éloigné, reprenant le même chemin qu'il avait emprunté pour arriver. Le plus étrange dans tout cela, c'est la façon dont il a dit « Je suis désolé », et comme s'il avait voulu le murmurer pour ne pas être entendu par quelqu'un d'autre. Sa voix était si basse qu'on aurait dit un souffle, et cela m'a laissé plus confus qu'effrayé. Honnêtement, que faisait ce type-là dans ce coin isolé? Pourquoi s'excusait-il? Il ne semblait pas simplement se promener, et pourtant, il ne dégageait pas non plus de mauvaises intentions. Malgré tout, quelque chose dans son comportement m'a mis mal à l'aise. Ce n'était pas exactement du danger, mais une étrangeté dérangeante. Son attitude n'avait rien à voir avec celle d'un randonneur ordinaire. Peu à peu, ses pas se sont éloignés, et le silence du bois a repris sa place, comme si rien ne s'était passé. Malgré l'incident, je suis resté là encore quelques minutes, à contempler les étoiles, tentant de me convaincre que tout cela n'avait pas vraiment eu lieu. Cette nuit-là, j'espérais seulement que cet homme trouverait un refuge et que rien de mal ne lui arriverait. Mais je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai continué à profiter de la paix de la forêt jusqu'à ce que plusieurs heures s'écoulent. La lune s'est cachée derrière les nuages, assombrissant le paysage sous un voile gris. Et pourtant, ce sentiment que quelque chose clochait ne me quittait pas. Je n'avais pas encore dormi. Je me suis assis au bord du feu, pensant que le sommeil finirait par me calmer. Mais soudain, j'ai de nouveau entendu des pas, cette fois plus rapides, comme si quelqu'un fuyait quelque chose. Et plus étrange encore, il venait exactement de la même direction que l'homme plus tôt. Je me suis levé d'un bond, inquiet, et à ma grande surprise, il était revenu, mais plus proche qu'avant. Je le voyais clairement maintenant. Il avait la barbe en bataille, les cheveux noirs sales, et ses vêtements semblaient déchirés ou couverts de terre. Son regard était grand ouvert, terrifié, comme s'il venait d'échapper à une horreur indicible. Mais sa bouche restait fermée, sans expression. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé prudemment. « Tu devrais être arrivé à ton campement, il est vraiment tard. » L'homme haletant restait figé, aux aguets. Ses yeux se posèrent quelques secondes sur ma droite, comme s'il surveillait quelque chose. Et puis il me regarda de nouveau. Ah, « Tu t'es perdu? Je peux t'aider ?» demandai-je. Il murmura un « non »
entre ses dents. Il dit qu'il marchait juste dans la forêt, qu'il ne voulait déranger personne. Mais sa voix était étrange, et son regard bougeait sans arrêt, fixé sur quelque chose à ma droite, toujours à cet endroit précis. « Écoute, tu as l'air vraiment nerveux. Si tu veux, je peux envoyer un signal avec ma radio ou... » Il ne répondit pas. Il me fixa plus intensément encore, et ce malaise que je ressentais depuis le début monta en flèche. Il détourna encore une fois les yeux vers mon épaule droite, et là, je n'ai pas pu résister. Je me suis retourné. Mais il n'y avait rien, rien d'autre que la forêt sombre et vide. Et c'est là que la peur m'a vraiment envahi. Je ne savais plus quoi croire. L'atmosphère était devenue insoutenable. Je ne voulais plus discuter, je voulais juste partir. Puis quelque chose m'a frappé. À chaque fois que je lui posais une question, pourquoi il était là, où étaient les autres? Il devenait de plus en plus étrange. Et soudain, il a lâché une question que je n'oublierai jamais. « Tu me suis, hein ?» dit-il d'une voix basse, tendue, glaçante. Je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. Son comportement avait changé. Il devenait tendu, presque hostile, comme s'il me soupçonnait de quelque chose. Je lui ai répondu que non, que je ne le connaissais pas, que je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Mais à ce moment précis, il a fixé de nouveau l'espace derrière moi. Et c'est ce qui m'a terrifié. Ses yeux se sont figés. Il regardait au-delà de moi, dans l'obscurité. Il semblait complètement absorbé. Puis, avec une voix tremblante, il a murmuré « Alors, pourquoi es-tu avec elle ?» Cette phrase m'a glacé le sang. J'ai reculé d'un pas et j'ai tourné brusquement la tête. Il n'y avait rien, rien d'autre que les arbres et la nuit. Aucune trace de cette fameuse « elle ». Je suis resté figé, le cœur battant à tout rompre, essayant de comprendre. Était-il poursuivi par quelqu'un? Voyait-il quelque chose que je ne pouvais pas voir? Je m'attendais presque à voir surgir une silhouette horrible de la forêt. Quelque chose pour donner un sens à tout cela, mais non. L'homme a soudainement tourné les talons et s'est mis à courir sans un mot. Il s'est enfoncé dans la forêt de plus en plus vite, disparaissant entre les arbres sans bruit. En quelques secondes, il n'était plus là. Et ses pas se sont éteints. Je restais là, sous le choc, à me demander ce que j'avais vu, ce qu'il avait vu. Et si quelqu'un d'autre rôdait dans cette forêt, ou si tout cela n'était que folie. La seule chose à laquelle je pouvais me raccrocher, c'était que s'il y avait effectivement quelqu'un ou quelque chose, mieux valait partir, vite, et ne pas regarder en arrière. Sans réfléchir, j'ai fourré mes affaires dans mon sac, et je me suis mis à marcher rapidement vers ma voiture. Quand je suis arrivé à la voiture, je sentais encore cette tension dans ma poitrine, comme si mon cœur allait exploser. Mais j'ai pris une grande inspiration et je suis parti aussi vite que possible. Le lendemain, je suis allé au poste de police et j'ai laissé une note expliquant ce qui m'était arrivé en décrivant cet homme au cas où quelqu'un le chercherait. Mais malgré tout ça, une question me hantait profondément. Qu'est-ce que cet homme avait vu dans la forêt? Qu'est-ce qui le poursuivait? Et surtout, qu'est-il devenu? J'ai essayé d'imaginer des explications logiques, qu'il s'était peut-être perdu, qu'il souffrait de paranoïa, ou même que quelqu'un le suivait vraiment. Mais au fond, je n'ai jamais su ce qui s'était réellement passé. Après cette nuit, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Quelques semaines plus tard, je suis retourné dans la région et j'ai posé des questions aux gardes forestiers, mais apparemment personne ne savait rien. Il n'a plus jamais été vu, comme s'il s'était évaporé dans la nature. Cela m'a fait penser qu'il n'était peut-être jamais sorti de la forêt, ou qu'il avait tout simplement disparu dans le néant. L'année dernière, j'ai fait un long voyage seul en voiture, de Wisconsin jusqu'au Montana. Et quelle expérience ça a été! La majorité du trajet est déroulé sur des routes secondaires désertes, à l'exception des premières et dernières heures. Tout ce qu'il y avait entre les deux, c'était des forêts, des champs ouverts et parfois de petites collines qui apparaissaient à mesure que je m'enfonçais vers l'ouest. La vérité, c'est que la plus grande partie du voyage s'est faite au milieu de nulle part, dans un silence total. J'avais tout planifié pour ne pas avoir à m'arrêter dans des hôtels. En roulant de nuit, je gagnais du temps et j'économisais un peu d'argent. Le plan était de partir à 19 heures. Avant de prendre la route, j'ai vérifié mes bagages, pris quelques encas, de l'eau, et placé tout ce qu'il fallait sur le siège passager à côté de moi. Au début, je traversais la ville et quelques petits villages.
Mais ensuite, tout est devenu une longue ligne droite. Des routes désertes, très peu de voitures, presque pas de station-service, sauf une tous les 20 ou 25 kilomètres. Après en avoir dépassé quelques-unes, mon réservoir était à 1/3. Je me suis dit qu'il valait mieux faire le plein avant de pénétrer dans la zone la plus isolée. Il m'a fallu environ 20 minutes pour en trouver une. Une toute petite station comme sortie d'un autre temps. 4 pompes à essence, pas de boutique, pas même un distributeur. Je me suis garé près d'une pompe, je suis descendu et j'ai commencé à faire le plein. L'essence coulait à une lenteur frustrante, comme si la pompe était presque vide ou mal entretenue. Je me suis adossé à la voiture et j'ai attendu. Soudain, une voiture est apparue sur la route. Elle roulait très lentement, à peine à 30 km à l'heure dans une zone limitée à 90. Elle a dépassé la station, puis, plus loin, elle a ralenti encore, fait demi-tour et est revenue. C'était étrange, surtout à cette heure. Dans un endroit aussi vide, ils sont finalement entrés dans la station et se sont arrêtés à la pompe, juste derrière la mienne. J'ai pensé qu'ils s'étaient peut-être perdus ou qu'ils cherchaient aussi de l'essence. Rien de trop alarmant. Je continuais à surveiller la pompe. Quand j'ai entendu quelqu'un sortir de la voiture, il marchait doucement de son côté, mais après une minute, sans qu'il ne fasse quoi que ce soit, j'ai jeté un coup d'œil discret pour comprendre. C'est là que je l'ai vu. Un homme, chemise en flanelle grise, jeans noirs, et qui me fixait depuis l'intérieur de sa voiture. Nos regards se sont croisés, et c'est seulement à cet instant que j'ai réalisé qu'il me regardait déjà depuis un moment. J'ai esquissé un petit sourire nerveux et hoché la tête. Puis j'ai détourné les yeux. Mais la sensation qu'il ne détournait pas le regard, qu'il me perçait des yeux, persistait. Une dizaine de secondes ont passé. Puis j'ai entendu le cliquetis de la pompe. Il avait enfin commencé à faire le plein. J'ai poussé un petit soupir de soulagement, me disant qu'il n'était qu'un homme distrait comme moi, juste en train de faire son plein dans cette station perdue, au milieu de nulle part. Je continuais à espérer que ça se termine vite. Je n'en pouvais plus d'attendre. Alors, j'ai retiré le pistolet, refermé le réservoir, démarré la voiture, et je me suis dirigé vers la sortie. Juste avant de partir, j'ai jeté un dernier coup d'œil vers la voiture derrière moi. Mais l'homme n'était plus là. La voiture était toujours garée près de la pompe, le tuyau encore branché, mais l'homme avait disparu. Où était-il passé? Me suis-je demandé. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a attiré mon attention dans le rétroviseur. Je l'ai vu, l'homme était là, assis sur la banquette arrière. Il me fixait avec les yeux grands ouverts. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai bondi hors de la voiture, la panique au ventre, et j'ai donné un coup de pied dans la portière en hurlant. Le véhicule, toujours en marche arrière, a commencé à reculer lentement pendant que je fuyais à toute vitesse. Sans même réfléchir, je me suis mise à courir en direction de la forêt qui entourait la station, tremblante, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai vu ma voiture continuer à reculer de quelques mètres, puis s'arrêter brusquement. Le silence est retombé sur les lieux. C'est là que j'ai réalisé que mon téléphone était toujours sur le tableau de bord. J'étais en état de choc, paralysé. Sous la pluie, j'entendais le martèlement des gouttes sur la tôle de la voiture. Les larmes aux yeux. J'ai regardé à nouveau en direction du véhicule dans l'obscurité. Et à ce moment-là, pour mon plus grand effroi, j'ai vu qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur. Il avait disparu. Quand était-il sorti? Quand était-il monté à bord? Et pire encore, où était-il maintenant? Je ne le voyais nulle part, et c'était cela le plus terrifiant. Mais alors que je pensais que rien ne pouvait être plus glaçant, j'ai entendu le moteur de sa voiture démarrer. Les vitres étaient teintées, complètement opaques. Je ne pouvais pas voir s'il était au volant, ni s'il y avait d'autres personnes dans ce véhicule. Mon cœur battait à 1000, je ne comprenais plus rien. Le moteur est resté allumé pendant plusieurs minutes sans que la voiture ne bouge, jusqu'à ce qu'enfin elle recule lentement et disparaisse sur la route. Je ne suis pas sorti de ma cachette tout de suite. Je suis resté là, sous la pluie, figé, tentant de digérer ce cauchemar éveillé. Avec ce qui me restait de courage, j'ai regardé ma voiture. La portière était grande ouverte, les clés encore sur le contact, et des affaires éparpillées sur le siège arrière. J'étais encore pétrifié,
Mais j'ai rassemblé mes forces et je me suis précipité jusqu'à la voiture. Il manquait clairement plusieurs de mes affaires, mais heureusement, j'ai retrouvé mon téléphone par terre, près du siège passager. Il était toujours verrouillé, mais j'ai pu appeler les secours via l'écran bloqué, les mains tremblantes, la voix brisée. Mon premier réflexe a été de redémarrer et de fuir à toute vitesse. Mais j'ai eu une pensée horrible. Et s'il m'attendait plus loin sur la route? Alors j'ai pris la direction opposée. Et je suis retourné à la dernière station que j'avais croisée. Celle-là avait une petite boutique et un motel attenant. J'ai loué une chambre et, de là, j'ai rappelé la police. Je n'ai jamais su ce qu'il s'était passé ensuite. Personne ne m'a recontacté. Je suis presque certaine qu'ils ne l'ont jamais retrouvé. Le lendemain, j'ai repris la route. Mais l'enthousiasme du départ avait complètement disparu. Durant tout le trajet, j'avais cette impression constante, celle qu'il pouvait surgir à tout moment, n'importe où. Heureusement, je suis arrivé à destination sans autre incident. Mais cette nuit-là ne s'est jamais effacée de ma mémoire. Plus j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, plus ce sentiment me ronge. Celui que quelque chose de très très grave a failli m'arriver. Il y a seulement quelques jours, 4 tout au plus, j'ai vécu une autre expérience qui continue de me hanter. J'étais en train de garder les chiens de mon meilleur ami pendant qu'il faisait un petit voyage en sac à dos. Sa maison est située dans une zone plutôt isolée, au pied d'une colline, sur un terrain de plusieurs hectares. La maison elle-même se trouve juste au bord d'une route étroite, qui traverse une petite communauté rurale. Un endroit un peu étrange. D'un côté, c'est une communauté très soudée, tout le monde se connaît. Mais de l'autre, la plupart des maisons sont à moitié abandonnées ou dans un état assez délabré, avec, ça et là, quelques maisons neuves bien entretenues. C'est typique du coin. Donc, franchement, rester seul là-bas pour garder la maison ne me faisait pas peur. Au contraire, je me sentais même en sécurité, surtout avec les chiens. Petite parenthèse pour vous parler d'eux. Mon plus gros chien, un croisement entre un bulldog américain et un labrador, pèse environ 52 kilos et il est entièrement noir. C'est une vraie force brute. Et depuis que j'ai commencé à sortir avec mon ami, il est devenu mon plus fidèle protecteur. L'autre, une femelle plus petite, fait dans les 26 kilos. C'est un mélange de caniche et d'autres choses. Je suis toiletteuse canine, donc je la coiffe toujours avec des petits nœuds, des looks rigolos. Pour vous donner une idée, l'un est impressionnant, l'autre plus mignon, mais tous les deux sont redoutables. La plupart du temps, quand je les promène, je laisse la femelle courir librement parce qu'elle est plus facile à gérer. Puis je reviens chercher Genesis. C'est ainsi que j'appelle le grand, pour sa balade du soir, quand il fait déjà plus frais et plus sombre. Il y a environ 4 jours, on marchait tranquillement dans le quartier, depuis une vingtaine de minutes avec la petite, quand j'ai ressenti cette sensation étrange dans l'air, comme si quelqu'un m'observait. La peau de ma nuque s'est hérissée, et quand j'ai regardé autour de moi, j'ai aperçu, à environ 9 mètres, un homme grand portant une capuche, debout à côté d'une vieille maison en ruine. Quelque chose clochait, cette capuche me paraissait déplacée. On était en plein mois d'août, dans le nord de la Californie. Même le soir, il ne fait jamais froid, surtout pas avec le soleil encore visible. J'ai tenté d'ignorer la situation, pensant que je devenais paranoïaque. Après toutes les histoires d'horreur que j'ai lues, j'ai continué à marcher. Le soleil se couchait doucement, et l'obscurité gagnait du terrain. Mais du coin de l'œil, j'ai remarqué que cette silhouette suivait mon rythme. Il ne voulait pas me perdre de vue. À chaque coin de rue que je tournais, il tournait aussi. Si j'accélérais, il accélérait. Ce malaise ne me quittait pas. Quand je suis arrivé sur l'avenue principale, j'ai traversé juste avant qu'une voiture ne passe à toute vitesse, pensant que ça allait l'éloigner un peu. Mais non, il continuait toujours à la même distance. Ma chienne a commencé à tout renifler nerveusement, puis elle s'est mise à aboyer. Moi, morte de peur. J'ai accéléré le pas, j'ai couru et suis rentré chez moi en fermant immédiatement toutes les portes à clé. Je pensais que ça allait s'arrêter là. Mais non, juste après avoir fermé la porte, j'ai entendu des coups, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir de force. Les chiens hurlaient sans s'arrêter, ce qui n'arrive jamais sans raison. La porte n'est pas très épaisse. Alors j'ai crié, demandant qui c'était et priant pour qu'il parte. Et là,
J'ai entendu une voix glaciale me dire « J'adore ton chien, je peux la rencontrer ». Cette phrase, dite avec un ton si neutre, presque mécanique, m'a figé. C'était bizarre, comme s'il répétait un script. Je lui ai hurlé de partir, que j'allais appeler la police. Il s'est tu pendant quelques secondes, puis il a recommencé à forcer la porte. Genesis, mon chien, était déjà en alerte. Il grognait comme un fou. L'autre aussi s'est mise à gronder, comme si elle sentait que ce n'était pas une simple menace. En plein chaos, j'ai enfermé la petite dans la salle de bain et j'ai attrapé Genesis par le collier. Il était prêt à exploser. La voix s'est à nouveau fait entendre. « Je veux juste la voir ». Mais moi j'étais à bout. J'ai hurlé qu'il s'en aille, ou j'appelais la police. Puis un silence. Et soudain, des coups encore plus violents. La porte bougeait. Par réflexe, j'ai déverrouillé la porte juste assez pour laisser passer Genesis. Et là, mon chien s'est jeté sur lui furieux. Il mordait, grognait, hurlait. L'homme ne s'y attendait visiblement pas. Il a trébuché en arrière, a juré, puis il s'est mis à courir vers la colline et a disparu sans se retourner. Heureusement que j'avais gardé Genesis en laisse, sinon il l'aurait poursuivi. J'ai immédiatement refermé la porte à clé et j'ai appelé la police. Expliquant tout, je n'ai pas vu clairement son visage. Seulement une grande silhouette sous cette capuche. Les agents m'ont dit qu'ils ne voyaient rien de suspect pour l'instant, mais qu'ils allaient garder l'incident enregistré. Si quelque chose d'autre survenait, ils me contacteraient. Je suis profondément reconnaissante envers Genesis. Après cette frayeur, je me suis effondré sur le sol avec mes 2 chiens, en larmes, tremblantes. Le lendemain, je suis allé dans la plus grande animalerie des environs. Elle était à près d'1 heure de route, et j'ai acheté le plus gros os que j'ai pu trouver. Il l'avait bien mérité. J'ai aussi acheté un jouet pour la petite. Même si je ne comprends toujours pas comment ce type n'a pas entendu les 2 aboyer. Il a probablement cru qu'il n'y avait qu'un petit chien, sans se rendre compte qu'un molosse l'attendait de l'autre côté. Aujourd'hui, je réalise à quel point j'ai eu de la chance qu'il ne soit pas armé. Avec du recul, j'aurais dû appeler la police bien plus tôt et ne jamais ouvrir cette porte. Mais sur le moment, j'ai juste pensé que Genesis pouvait me sauver. Ce n'était pas la nuit la plus paisible de ma vie, et cette sensation d'être observé me colle encore à la peau. Mais je sais aussi que si cette personne revient, je ne resterai pas sans rien faire. J'ai mon chien, et je sais que nous formons une équipe capable de se défendre. J'espère simplement qu'il ne reviendra jamais, car si c'est le cas, je doute que Genesis soit aussi indulgent cette fois.